Replay, ça s'est passé sur Radio Antasia. Radio Antasia. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une agréable semaine. On se retrouve comme chaque dimanche matin pour parler d'un personnage historique. Ce matin, nous allons continuer le thème de l'amour et en ce deuxième dimanche du mois, nous allons parler d'un personnage historique féminin, à savoir la reine Victoria. Avant de commencer, je vais vous faire mon petit laïus habituel en vous disant que les informations que je vais vous donner dans cet audio sont en lien avec ma recherche personnelle dans différents livres, visionnage de reportages, internet, cours selon les cas. Alors, le papa de notre amie Victoria est Edward Auguste, duc de Kent et de Strandstad. Alors je vais vous le prononcer parce que vous l'appeler parce que c'est un peu compliqué pour moi. Strathenhen. Et sa maman est Victoire de Saxe-Cobourg-Saalfeld. Victoria, enfin son nom complet Alexandrina Victoria de Kent, est née le 24 mai 1819. On dit d'elle, à sa naissance, qu'elle est aussi dodue qu'une perdrix. Le soir même, son papa écrit à la duchesse douairière, sa mère, Charlotte de Mecklembourg de Stralitz, pour lui apprendre la nouvelle. Son papa a beaucoup de dettes, lui et sa famille ne peuvent plus vivre à Londres. À proximité de ses créanciers, il déménage à Sidmouth en septembre 1819. Donc vous voyez, peu de temps après la naissance de notre amie Victoria. Il va écrire à son beau-frère en octobre 1819 et il va lui dire « Nous comptons nous installer dans quelques semaines dans le Devonshire où l'hiver est moins rigoureux et où ma chère Victor pourra profiter des bienfaits de l'eau de mer. » Ils n'arriveront que le 24 décembre à Sidmouth lors d'une grosse tempête. Dès le début janvier 1820, Edward Auguste prend froid et il sera obligé de s'aliter. Son état se détériore et sa femme s'inquiète. Victoria semble épargnée par le mal qui touche son papa. Les choses ne s'arrangent pas pour lui. Le 12 janvier, le duc est au plus mal. Il a des douleurs dans la poitrine, on est obligé de lui faire une saignée, le médecin de famille est retenu auprès de Georges III, c'est un autre médecin qui vient le soigner, un véritable adepte des saignées, il décide d'une nouvelle saignée le 19 janvier, la duchesse n'est pas rassurée, cela ne fait qu'aggraver les choses, et on prévient la famille. Le prince Léopold arrive aussitôt. Le duc décède le 23 janvier 1820. On dit qu'il tenait la main de la duchesse au moment de sa mort. La duchesse, veuve pour la deuxième fois, se retrouve seule avec Victoria et deux autres enfants. Les dettes sont toujours là, son seul soutien, son frère Léopold. Léopold va très vite s'attacher à Victoria. Victoria, par la suite, en grandissant, l'appellera affectueusement oncle Léopold. Le 29 janvier 1820, Georges III, le grand-père de Victoria, décède à son tour. Encore un autre décès autour de Victoria. Il y aura beaucoup d'événements comme ça marquants lors de son enfance. Les années passent, Victoria est une gouvernante, il se dit qu'elle n'est pas une enfant facile, elle serait sujette aux colères à la moindre contrariété. Elle deviendrait une véritable furie, trépigne, pousse des cris, jusqu'à ce qu'on cède à ses caprices. Les années passent, une fois de plus, elle côtoie les personnes de sa famille, on la trouve jolie. Un jour, elle tomba gravement malade, la dysenterie. Alors la dysenterie, c'est vraiment particulier, cette maladie. C'est une inflammation des intestins, mais qui entraîne des diarrhées sanglantes et sévères. C'est vraiment horrible. Et nous sommes à l'été 1826. On a peur pour elle, mais heureusement, elle va guérir rapidement. À 18 ans, Victoria devient reine, elle pourra compter à ses côtés le Premier ministre Melbourne, qu'elle admire, et aussi sur les
conseil de tonton Léopold. La reine Victoria fera elle-même le compte-rendu de son couronnement qui aura lieu le 28 juin 1838. Pour elle, les soucis politiques s'effacent vite. Elle multiplie les bals lors de son début de règne, tout en apprenant son rôle, métier, on peut dire, de reine. Elle devient reine de la Grande-Bretagne et d'Irlande, mais également impératrice des Indes en 1876 jusqu'à sa mort. Lors d'un bal, un des nombreux bals que Victoria organise ou qu'elle va, elle rencontre son cousin Albert de Saxe-Cobourg et Gotha. Elle dira de lui que sa beauté l'étourdit, qu'il est extraordinaire, séduisant, simple, fascinant. Bref, elle est conquise, elle qui disait vouloir rester encore libre quelques années. Mais Cupidon agit et bouleversa les projets de Victoria. Le 10 février 1840, Victoria épouse son cousin Albert dans la chapelle royale du palais de Saint-James. Un véritable mariage d'amour, de passion, mais aussi de raison. Albert, en épousant Victoria, deviendra le prince consort. Durant son règne, elle restaure la monarchie de prestige, l'ère victorien est à son apogée. La personnalité dans l'intimité de cette fameuse reine Victoria n'est pas la personne sévère et sans humour qu'on lui a attribuée pendant de nombreuses années. Alors attention, chastes oreilles, on prétendait même qu'elle était prude, ce qui n'est pas vrai, car en fait, c'était même l'inverse. Elle avait une sexualité très active. Et pour preuve, elle eut 9 enfants en 17 ans. Son premier enfant est né 10 mois après son mariage, le deuxième 11 mois après la naissance du premier. Leur chambre était décorée de statues de nus et ils avaient fait installer un système pour fermer la porte à clé sans quitter leur lit. Dans la salle de bain du prince Albert, son mari, il y avait un tableau de femme accroché où il était représenté une scène sensuelle qui représentait la reine Lydie dont Hercule était son esclave. Victoria était fascinée par l'art érotique. Elle et Albert offraient beaucoup de statues de nus. En 1851, lors de l'Expo universelle, pour la cérémonie d'ouverture, il avait été décidé qu'il serait présenté des statues de nus. Victoria ne s'y opposa pas, mais ce sont les évêques du pays qui s'y opposèrent. Ils iront même jusqu'à dire qu'ils boycotteront l'événement. Un compromis fut trouvé, on ajouta des feuilles de vigne pour ces messieurs puissent y assister sans rougir. Après leur mariage, Victoria offrit à Albert un autre tableau affriolant d'Artémis. Il est toujours exposé, paraît-il, au mur du Buckingham Palace. Victoria aimait aussi les foires et les divertissements populaires de son temps, comme les foires aux monstres. On peut affirmer que Victoria aimait tout ce qui était inhabituel. Quand son premier ministre, Lord Melbourne, lui demanda quel animal de compagnie elle aimerait avoir, elle répondit « un singe ». On dira de la reine et du prince qu'ils étaient anticonformistes, car ils n'allaient pas à l'église tous les dimanches comme cela se faisait en ce temps-là. Victoria savourait un bon whisky bien tassé régulièrement. Elle aimait également les courses de chevaux. Victoria était également une fervente adepte de spiritisme. Après la mort de son mari, le 14 décembre 1861, la reine est inconsolable et par la suite elle se mit à organiser de nombreuses séances pour entrer en contact avec Albert. Cette même année, 1861,
Elle avait même rencontré un médium du nom de Robert Lies, alors L-E-E-S, hein. Il deviendra son médium préféré quand il affirma être entré en contact avec son prince défunt et qu'il l'avait chargé d'un message. Le message aurait été un petit nom affectueux qui lui disait. Une autre séance à Windsor conquit la reine et elle sera reconnaissante envers Robert Lies. Il y aura encore 6 autres séances où elle entra en contact avec Albert, dirigé par Robert. Quand elle fut vieille, les forces lui manquaient. Elle aura recours au service d'une de ses bonnes pour tenir un nourrisson pour une pose de photo avec ses petits-enfants. Elle posera comme une fière matriarche. La reine décède le 22 janvier 1901. Alors j'ai quelques petites anecdotes, en fait j'en ai que 2 pour vous. La première, alors attention, elle est un peu caustique. La reine Victoria invita la reine des îles d'Hawaï en Angleterre pour fêter son jubilé. Pendant le repas, son invité lui aurait dit « Madame, je suis des vôtres par le sang ». La reine Victoria, étonnée, et lui aurait dit « Comment cela ?» Et la reine des îles d'Hawaï lui répond « Parce que mon grand-père a mangé votre capitaine Cook. » Alors, deuxième anecdote, la monarchie britannique utilisait différents codes pour communiquer, mais pour que tout le monde ne comprenne pas. Ça se fait encore aujourd'hui. Et il y en avait un, autant que la reine appréciée, et que je vais vous faire découvrir ici. En fait, partout où Victoria a dormi, que ce soit dans sa résidence personnelle ou en voyage, on disposait devant la porte de ses appartements privés un plateau d'orange. Ce code secret voulait dire le prince consort pouvait pénétrer dans les appartements de la reine. Quand il n'y avait pas d'orange sur le plateau, cela voulait dire qu'il ne pouvait pas pénétrer dans les appartements de la reine. Tous les historiens sont unanimes. Il y avait toujours des oranges. Je vais m'arrêter là pour ce matin, malgré qu'il y a encore énormément de choses à dire sur cette reine d'Angleterre. J'espère que cela vous aura convenu. Les informations que je vous ai données, je les ai trouvées dans le livre La reine Victoria de Jacques de Langlade. Alors, Langlade, ça s'écrit Langlade. Les testicules de Jeanne d'Arc et autres surprises de l'histoire de Phil Mason, celui-ci je vous en ai déjà parlé, et le dictionnaire des anecdotes historiques d'Armand Isnard. Je vous laisse, je vous souhaite une belle journée, une agréable semaine, prenez bien soin de vous et à la semaine prochaine avec un autre personnage historique. Replay, ça s'est passé sur Radio Antasia. Radio Antasia.